Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Tandem 2.0. Ce soir, pour m'accompagner dans cette aventure, Jérôme. Bonsoir Galit. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Écoute, super, très heureux d'être avec toi sur le plateau ce soir. Un plaisir partagé toujours de présenter avec toi cette émission, merci d'être là. Merci. Et nous recevons ce soir donc une autrice, écrivaine comme on dit, Elisabeth Haïk. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Galit, bonsoir Jérôme. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Alors Elisabeth, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir pour ce nouveau numéro de Tandem 2.0. Alors on va parler bien sûr de votre nouveau roman, le deuxième, Madame vos anges, qui sort dans quelques jours. Mais avant, donc on va en parler longuement de Madame vos anges, mais avant j'aimerais que pour nos auditeurs, nos spectateurs, on puisse un petit peu mieux vous connaître et vous présenter. Alors, Elisabeth Haïk, vous êtes avocate de formation, vous avez exercé ce métier pendant quelques années, vous ne l'exercez plus. Oui. Alors aujourd'hui, vous vous consacrez entièrement à l'écriture ? Ah oui, je me consacre entièrement à l'écriture. Alors écriture romanesque comme vous avez vu, puis une écriture aussi un petit peu plus sérieuse. Je travaille notamment avec le Sénat, l'Assemblée nationale, mais ça, bon, c'est la partie très sérieuse de mon activité. Alors, on va pas s'étendre là-dessus. Alors quoi, vous écrivez quoi? Des rapports? Vous faites Oui, voilà. D'accord. Aussi. D'accord, Voilà. d'accord. Très bien. Alors, deuxième roman, Madame vos anges. Le premier est sorti en 2011, Coccinelle. C'est un premier roman qui avait été nommé au festival du premier roman, du premier livre. Festival du premier roman de Chambéry, c'est ça. Festival du premier roman de Chambéry. Alors, vous avez dit, vous vous consacrez aujourd'hui, alors vous dites que le roman, c'est pas sérieux, mais quand même, Madame vos anges, moi, ça m'a paru être un roman palpitant, riche, fourni, dense, donc avec quand même un travail sérieux derrière qu'on sent quand même, on sent qu'il y a eu du boulot derrière. Mais avant de revenir à ça, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, des études de droit, vous avez été avocate. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est l'écriture, c'est le seul art, entre guillemets, que vous exercez ou est-ce que vous faites d'autres choses? Alors, j'ai toujours écrit. D'abord, il faut que je vous dise, j'ai toujours écrit. C'est pas que j'ai fait mes études de droit et puis qu'un jour je me sois arrêtée, je me suis dit tiens si j'écrivais. Non, j'ai toujours écrit. En fait, j'écris depuis que je sais tenir un stylo. J'écris comme certains font la cuisine pour s'exprimer ou jouent d'un instrument. Moi, j'ai toujours écrit. Alors quelquefois, j'écris n'importe quoi pour exprimer une émotion. Quelquefois, j'écris quelque chose de plus construit comme un roman. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment un mode d'expression normal et quotidien, l'écriture. Et à côté de ça, je fais de la musique. Ah Je voilà, fais du piano, vous comprenez bien. Voilà, ça, c'est un autre oui. art. Bah oui, vous vous doutez bien que auquel ma question n'était pas anodine. J'allais vous demander quelle place tient le piano aujourd'hui dans votre vie, parce que je me suis laissé dire, j'ai travaillé, je me suis laissé dire... bien renseigné. Oui, j'ai mes sources, que la musique tient donc une place importante dans votre vie, et que même, donc vous aviez commencé le piano très jeune, il me semble, autour de l'âge de 4 ans. Mais qui vous a dit ça? Ah non, mais ça, je ne dirai rien, même sous la torture. Mais surtout, j'ai appris que vous aviez même enregistré un disque. Moi, j'aimerais tout savoir à quel âge, ah, mais je quand, sais qui vous a dit ça. Ah, mais oui, vous savez, oui, sais. j'imagine. La coquine. Ah mais non, mais attendez, si on peut pas en même temps profiter de nos relations communes, voilà. Je vais lui dire 2 mots. Bon alors voilà, c'est vrai, attendez. Un disque. Je dis à Jérôme pour pas le laisser complètement en dehors de notre conversation. Et oui, nous avons ça fait private joke là. Voilà, oui, c'est ça. Donc on va faire profiter un peu tout le monde. Nous avons des amies communes, dont de très très bonnes amies d'enfance à moi et à elle. Donc voilà, puisque j'ai découvert que nous avions également grandi dans la même ville. Donc voilà. Et donc, j'ai été à la pêche aux informations auprès de nos amies communes. Alors, ça, personne ne le sait pour le disque. Hein. Ah bah je crois que vous êtes 2 au monde, en fait, avec mes parents. Eh bien, voilà, nous sommes donc 4. Alors, voilà. Racontez-nous un petit peu cette aventure, non, parce que c'est pas anodin quand même d'enregistrer un disque de musique classique, de piano. Voilà, racontez-nous. En fait, comme vous le disiez, j'ai commencé le piano très très tôt, donc à 4 ans. J'ai passé des concours, j'ai même... joué à Pleyel quand j'étais toute petite. Wow. J'étais à l'école normale de musique de Paris aussi.
Et je crois que c'était à l'occasion d'un concours que j'avais gagné. Le gagnant avait enregistré un disque. Et voilà, donc c'était moi, un petit 45 tours. Vous aviez Je me quel âge? souviens, le morceau, c'était un morceau de Gilles Boizard, ça s'appelait Par le sentier bleu. Petit Hmm. morceau ravissant. Et vous, Voilà. et vous aviez quel âge? J'avais, là, je devais avoir 5 ans. Ah, Waouh! waouh, 5 ans! À 5 ans, vous avez enregistré? Non, mais parce que moi, je croyais que vous aviez commencé 4-5 ans et puis que vers l'adolescence, comme ça. Non, non, mais si ma mémoire ne me trahit pas, oui, oui, j'avais 5 ans quand j'ai gagné ce petit concours. Ah, ben c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le roman, vous êtes consacré donc à, euh, à l'écriture, en tout cas romanesque, pour cette Madame Vosanges que vous nous faites découvrir là à l'occasion de ce livre. Et mais vous avez aussi, donc vous venez d'une famille un petit peu comme ça, je crois, hein, où l'art, que ce soit cinématographique, musical, là maintenant, tient quand même une place assez importante. Et vous avez un ancêtre étonnant dont j'aimerais que vous nous parliez un petit peu. Vous y faites allusion Oui, dans le j'ai roman. fait un petit clin d'œil, oui. Oui, vous y faites, voilà. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez donc l'histoire de Jacques Haïk, voilà, un personnage avec un destin quand même assez incroyable. Alors, qui est Jacques Haïk pour vous, déjà dans votre généalogie, dans votre arbre généalogique, et puis bah, racontez-nous un petit peu ce qu'il a fait, parce qu'il a fait des choses quand même assez exceptionnelles. Et voilà, Jacques. Donc, le Jacques Haïk dont vous parlez, parce qu'il faut savoir quand même que mes deux grands-pères s'appelaient Jacques Haïk. En fait, tout le monde s'appelle Jacques Haïk dans ma famille. C'est une famille un peu de fous. Non, mais grand-père Euh, maternel et paternel? oui, 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 Ah, oui. waouh! Euh, Parce que mes deux parents viennent d'une branche laïque éloignée. Enfin, c'est une D'accord. histoire un petit peu compliquée à raconter, mais mes deux grands-pères s'appelaient Jacques Haïk déjà. Bon, Donc déjà, on part pas très bien dans la vie avec une généalogie comme ça. Euh, un troisième Jacques Haïk de ma famille était un grand producteur de cinéma avant la guerre. Il était l'un des trois plus grands producteurs de cinéma français. C'était vraiment l'égal de Gaumont, de Pathé avant la guerre. Il a waouh! découvert Charlie Chaplin. Il a trouvé le surnom de Charlot. Il a créé le Rex. Il était propriétaire de l'Olympia. Il a carrément inventé la distribution cinématographique. Et il a été à l'origine d'un procédé sonore inédit et probablement producteur d'un des premiers films parlants français. Donc, c'est un personnage hors norme qui était en plus doué pour le marketing, la publicité. Enfin, il a fait des choses incroyables dans sa vie. Et à l'arrivée de la guerre, il a été dépossédé de ses biens avec l'arrivée des nazis, Des nazis, et ouais. surtout le statut des juifs en octobre 40 qui lui interdisait d'exercer le cinéma. Enfin, c'était plutôt en 42 d'ailleurs, mais déjà en 40, les premières mesures anti-juives ont stoppé son ascension. Mhm, Et il est allé se cacher en Tunisie pendant la guerre. mhm. Et à la libération, il avait tout perdu. Et il a Et il a été pas. oublié surtout. Il a été oublié, c'est-à-dire qu'il a pas réussi à récupérer, à retrouver une place après la guerre. Il n'a pas réussi à retrouver une place. Il a passé le reste de sa vie à essayer de récupérer C'est bien. sa réputation Ouais. surtout. Ah oui, d'accord. Et malheureusement, il est décédé en 1950. Hein, donc il a pas retrouvé tout le statut qu'il méritait. Et ses Mais il descendants, a quand même eu le temps de lancer le cinéma égyptien quand même en 5 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne Ah, sait pas non plus. Il a découvert Farid El-Atrache. Voilà. d'accord. Donc oui, donc il a quand même fait des choses quand même après Il la a fait guerre. des choses. Jérôme, oui, j'avais une question sur le fait que ses descendants ont jamais essayé de faire les démarches pour récupérer les biens qui étaient à lui? Si, si, si. Alors, c'est bien. Alors, il y a des biens qu'il a dû vendre. Il y a des biens qu'il a pu récupérer. Par exemple, les murs de l'Olympia, la famille Haïk les a récupérés. Et ils ont été propriétaires des murs de l'Olympia jusqu'à leur revente dans les années 70 à Bruno Coquatrix. Ok. Ah ouais, waouh. Donc, moi, je me souviens que quand j'étais toute petite, j'avais été au concert de Michel Fugain, je me souviens. On avait des fauteuils qui portaient le nom Votre de nom. Haïk au premier rang. C'était sympa. Ben, c'est une belle ascendance, et puis c'est surtout une ascendance qui promet aussi, puisque elle inspire en tout cas. Elle vous a inspiré, vous, cette ascendance?
Bah, sûrement inconsciemment. Sûrement inconsciemment. Je l'ai jamais connu et c'était pas un parent proche, c'était le cousin de mon grand-père. Ah Donc, voilà, c'est ça que je vous avais demandé au on départ. n'était Ouais, pas c'est en ça. ligne directe, oui, je vous D'accord, l'ai pas d'accord. dit. Oui, On oui. n'était pas en ligne directe, Mhm. mais on a toujours su qu'il était de notre famille. On a toujours parlé de lui. À chaque fois qu'on passait dans l'Olympia, il y avait toujours quelqu'un pour dire ah mais l'Olympia c'est à nous. Chaque fois qu'on voyait Charlot à la télé, ah bah Charlot. Il a toujours fait partie de notre mémoire. Et d'ailleurs c'est pour ça que, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, que j'ai eu envie de lui consacrer un documentaire Oui. qui le Bah, remettait un petit peu dans la lumière. ben, parlons-en. C'est Jacques de Tunis, c'est ça? Alors, il y a deux titres en fait. Il y a eu un 52 minutes pour la télé, la télévision La qui bobine. s'appelait La Bobine, hein, Ouais, ouais. et Jack from Tunis, Jack from qui Tunis. était un long métrage d'une heure trente en fait pour le cinéma. Il est sorti quand, Jack from Tunis? C'est récent. C'est assez Alors récent. non, il est sorti en 2011. D'accord. Il est passé, en fait, le 52 minutes est passé à la télé française sur Ciné+. Hmm. C'était En tout vraiment cas, moi, ça me émouvant. donne envie d'aller découvrir ce documentaire. Ouais, un personnage hors Et du ce commun. personnage, oui, c'est quand même assez incroyable. Alors, on va passer à Madame Vosange, hein, Jérôme, Madame Vausan. qui nous a tous les deux, alors il faut le dire, vraiment passionnés. On a été happés voilà, dans votre univers avec ce Madame Vosange. Alors, moi, je ne vais pas vous demander de faire le pitch, je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti, en tout cas comment moi j'ai envie de Oui. le décrire, et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc je prends mes petites fiches, hein, je vais essayer de pas trop lire. Mais donc au départ, pour moi, Madame Vosange, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, et c'est une histoire en fait qui va nous faire voyager dans la mémoire, dans l'histoire, et surtout dans d'autres rencontres. On part de l'affaire Dreyfus et des Dreyfusards, et on traverse comme ça le début du siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, d'un point de vue aussi, et puis on va traverser aussi toute la Deuxième Guerre mondiale quand même, parce que c'est de ça qu'il est question dans le livre, hein, de l'occupation. Et on traverse cette période du point de vue donc insouciant d'une jeune fille issue d'un milieu privilégié, pour qui tout ce qui se passe autour, Qui vit dans une bulle. oui, c'est ça. Elle vit dans sa bulle, et toutes les restrictions, toutes les privations, toutes les contraintes de cette période d'occupation, ça lui passe complètement au-dessus. Alors, au départ, donc, ce sont donc deux femmes, Héloïse Ségal, la quarantaine, ça se passe à notre époque, qui va taper à la porte de sa voisine centenaire, Odette Vosange. On est dans un immeuble bourgeois de la banlieue parisienne, Neuilly-sur-Seine, donc la banlieue bourgeoise, la banlieue parisienne. Et puis, Odette Vosange est donc la voisine la plus ancienne habitante de cet immeuble bourgeois de Neuilly. Alors, au départ, Héloïse vient chercher Madame Vosange parce qu'elle a l'intuition que cette vieille dame pourrait l'aider à retrouver des témoins éventuels du positionnement de certains Dreyfusards qui auraient peut-être vécu encore sous l'occupation. Oui, parce que Elle fait un Héloïse, documentaire. en fait, voilà, elle réalise Voilà. un documentaire qui a pour thème le devenir des Dreyfusards pendant l'occupation. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a 40 ans qui séparent l'affaire Dreyfus de l'occupation, en fait. Pas grand-chose. L'affaire Dreyfus, premier procès de Dreyfus 1894, l'occupation, voilà, ça fait 44 ans. Donc, elle se demande qu'ont pu devenir, politiquement parlant, les gens qui ont joué un rôle pendant l'affaire Dreyfus. Elle réalise un documentaire là-dessus, et elle a une intuition. Et c'est souvent les intuitions en fait qui donnent les meilleurs résultats. Et elle se dit que cette voisine qui vit dans son immeuble, que personne n'a vu depuis 10 ans en fait, pourrait peut-être lui donner les clés de son sujet. Et donc elle y va au culot. Et elle va frapper à la porte de Madame Vosange, qui est âgée de 103 ans. 103 ans. Voilà. Et surtout, on a l'impression comme ça qu'une fois qu'elle va tirer le fil de cette pelote comme ça, où tout va être emmêlé, et qu'elle va commencer à connaître cette Madame Vosange et sa mémoire, voilà, ça va se dérouler inexorablement
parfois même contre sa volonté, puisqu'elle aimerait bien à un moment le couper, ce fil, Héloïse, mais elle n'y parvient pas. Et une relation passionnelle avec entre les deux, voilà, se noue une relation assez particulière qu'on ne va pas raconter parce qu'on ne va quand même pas spoiler le livre. Oui, moi ce qui m'a frappé, Galit en parlait il y a quelques instants, c'est à la fois les relations humaines et notamment les relations de femmes, mère, fille ou amies qui sont très présentes dans le livre, et à la fois le voyage dans le temps, et j'ai trouvé très agréable la manière dont on se balade dans les différentes époques. Parce qu'il y a effectivement des focus sur l'affaire Dreyfus, ensuite sur la Belle Époque, le Front populaire, ensuite la guerre. Donc sur toutes ces périodes-là, il y a énormément de gros plans qui sont mis et voilà, on passe de l'un à l'autre de manière très confortable et en même temps on a l'impression d'avoir énormément de détails, énormément d'informations. C'est un livre qui a été très très construit et fouillé d'un point de vue historique. C'est le sentiment que ça donne. Tout à fait. Et en fait, c'est pas un essai sur l'affaire Dreyfus, c'est avant tout un roman. Hein. C'est pas un essai sur l'affaire Dreyfus, sur les Dreyfusards. C'est le prétexte du documentaire d'Héloïse est un prétexte à un voyage dans l'histoire, comme vous disiez, Jérôme, en partant des années 30, des oppositions entre républicains, anti-républicains, gauche, droite. Voilà, et on traverse jusqu'à la guerre entre l'histoire du Front populaire, de ce qu'ont pu devenir les Dreyfusards qui étaient à l'époque des anarchistes, des pacifistes, des antimilitaristes, et tout leur cheminement jusqu'à la guerre en fait. Et c'est ce cheminement-là sur lequel Héloïse travaille. Et qui l'amène à faire des découvertes dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Et c'est en parlant aussi avec Madame Vosange qu'elle va découvrir que les réalités ne sont pas souvent celles qu'on croit, sur cette époque en tout cas. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser qu'effectivement, tous les Dreyfusards du début du XXe siècle auraient leur cheminement les aurait amenés à être peut-être des résistants ou en tout cas des anti-vichistes. À ne pas cautionner voilà, la collaboration, l'occupation, etc. Ouais. Et la réalité n'est pas aussi évidente. Et la réalité est autre. Voilà. Donc ça aussi, on va pas le spoiler. On va pas le dire. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Jérôme, c'est vrai que c'est aussi et surtout c'est une histoire de femme. C'est une histoire d'une rencontre entre deux femmes de deux générations différentes, hein, Héloïse qui a la quarantaine, Madame Vosange qui pourrait quasiment être son arrière-grand-mère hein, presque. Et pourtant, elles ont des problématiques communes. Ce sont des femmes, ça a été des amoureuses. Et puis il y a la thématique de la maternité, de la filiation aussi, qui sont très très importantes. Alors oui, hein, c'est vraiment. Alors ça aussi, je veux pas spoiler, mais c'est vraiment un fil rouge cette maternité et cet amour maternel. Alors, le livre... Excuse-moi, mais ça me fait penser, effectivement, dans le livre, il y a 95% de la parole qui est donnée à des femmes, et les hommes sont plus présents à travers les personnages historiques des différentes époques. Je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que Galit le soulève, mais effectivement, il y a ce côté où c'est presque une omniprésence des femmes. Oui. Ah oui, c'est une histoire de femmes, oui. À part le mari qui a un rôle très important de soutien, d'écoute, etc. Mais c'est vraiment une histoire de femmes. C'est une histoire de femmes et puis c'est une histoire d'amour au pluriel. Mais ce livre, c'est aussi... alors, c'est une exofiction. Donc, Madame Vosange, c'est un personnage que vous avez tout droit sorti de votre imagination. Mais que vous avez, autour duquel vous faites graviter comme ça des événements et des personnages donc, ayant existé. Donc, juste pour que ça donne comme ça un petit peu envie, parce qu'il faut vraiment le lire, ce livre. On va croiser Joseph Kessel, on va croiser Sacha Guitry, on va croiser Romain Gary, on va même croiser Piaf à un moment donné, Édith Piaf. Donc c'est vraiment...
Alors, moi, je pense que c'est une question qui va intéresser aussi Jérôme. Comment vous l'avez travaillé? Comment vous êtes, voilà, comment vous avez fait le lien entre la fiction et l'histoire? Bah, je sais pas, chez moi, c'est un peu naturel parce que il y a des personnages que j'admire profondément. Sacha Guitry en fait partie, Kessel aussi. Euh, et quand j'écris une histoire, presque brutalement, je peux écrire une histoire contemporaine et j'ai des relents du passé qui viennent et j'ai spontanément envie de mettre en scène les personnages qui m'ont marqué. Et parmi les personnages de l'histoire ou de la littérature qui m'ont marqué, Sacha Guitry tape tout le temps à ma porte. Je ne sais pas pourquoi, je dois avoir un lien invisible avec lui. J'ai écrit une précédente histoire qui n'a pas encore été publiée, mais où il est aussi prépondérant. Voilà. Donc, quand j'écris une histoire, j'ai mes héros qui se rappellent à moi. Et là, c'est venu presque naturellement. Je connaissais beaucoup de choses sur Sacha Guitry et j'avais pas de difficulté à le mettre en scène. C'est comme si je l'entendais parler, en Ah, fait. c'est rigolo. Et pareil pour Joseph Kessel, pareil pour Jacqueline de Lubac aussi, qui est l'une des épouses Une de des Sacha épouses. Guitry. C'était comme si je les entendais parler. Donc pas vraiment de difficulté à Ah bah les écoutez, mettre en enfin, scène. voilà, moi, en tout cas, moi j'admire cette facilité. Voilà, ce serait un rêve pour moi de pouvoir, voilà, être aussi. Et euh, de qui est-ce que vous vous êtes inspiré? Parce que j'imagine que c'est un mix de plusieurs personnalités comme ça, femmes peut-être même de cette époque ou de Pour notre Odette époque. Vosange, vous voulez Oui, dire? pour Odette Vosange. De qui vous vous êtes Alors, inspiré? c'est un mix, hein, évidemment, de plusieurs actrices de cette époque. Mais j'étais frappée, moi, par un reportage que j'ai vu il y a quelques années. D'ailleurs, je le cite un peu dans une note de bas de page, qui s'appelait L'occupation intime, Mhm. où on voyait intervenir une actrice de l'époque qui s'appelait Yvette Lebon, euh, Vous en et parlez qui d'ailleurs parlait, elle, de l'occupation d'une manière tout à fait détachée, en disant bah oui, enfin nous on avait continué à vivre, bah oui on voyait bien les juifs disparaître, mais on savait pas trop où ils allaient, bah on pensait qu'ils partaient en voyage, et elle avait un ton tellement naturel que je sais pas, je pense que j'ai pensé à elle aussi un petit peu en écrivant Odette Vosange, mais physiquement c'est un mix de toutes les beautés de l'époque, hein. Je Alors, ressemble à personne. ah oui, alors vraiment, enfin, en tout cas, c'est un personnage complexe, Odette Vosange. À la fois attachant Oui, et à la fois, et à la fois qui met mal à l'aise. bah, bien sûr, bien entendu. Voilà, Enfin, c'est c'est toute ça. cette période qui met mal à l'aise, surtout. On Et peut pas la détester totalement. non, Enfin, pas. moi, en tout Bah cas, non. j'y arrive pas. Bah non, moi non plus, Elle j'ai a pas des réussi à la circonstances détester. atténuantes. Oui, oui, oui. Je sais pas si elle a des circonstances atténuantes, mais en tout cas, oui, on est obligé de. On s'y attache parce que finalement, elle, je sais pas, elle a continué sa vie. C'est vrai que c'est particulier, mais voilà. Elle fait penser, et on n'y pense pas forcément, à ces 80 ou 90% des personnes qui s'en vivaient, foutaient, en qui fait, vivaient fichaient. ou qui essayaient de survivre, Qui continuaient qui étaient ni collabos, qui étaient ni résistants, oui. qui étaient des gens qui essayaient d'avoir de l'argent, de donner à manger à leurs femmes, à leurs enfants. Alors bon, c'était pas sa problématique. C'est peut-être pour ça qu'on attendait d'elle Autre chose. qu'on aurait attendu d'elle. Mais, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Alors vous avez peut-être Elisabeth vu, et toi aussi peut-être Jérôme, vous avez peut-être vu ce film récent avec Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot. Je connais la plus femme son de Léon nom. Blum. Sur cette histoire d'amour entre Léon Blum et sa maîtresse. Je me souviens plus du nom du film, dommage, je l'ai pas noté, mais là en même temps que je vous Pas parle. vu ce film, hein. Alors, ça se passe pareil, hein, c'est pendant la guerre, c'est Léon Blum qui est arrêté, le régime de Vichy qui se met en place, et puis il a cette maîtresse, cette femme qui est folle amoureuse de lui, et qui pendant toute la guerre, comme ça, va être complètement indifférente à tout ce qui va se passer autour d'elle, et qui ne va avoir qu'une idée en tête et qu'un but, c'est de continuer à vivre son histoire d'amour avec Léon Blum. C'est une C'est histoire... ça, parce que, alors c'est pas pour la défendre, mais je crois que quand on est amoureux, on est très égoïste Oui, aussi, hein. oui, bien On sûr. est, bien on sûr. est, on est dans une bulle, et je pense qu'elle n'a vu qu'une seule chose pendant cette période, c'est son petit confort personnel et son histoire d'amour qui a pris le pas sur tout le reste. Bien sûr. Après, Alors c'est très aussi une féminin, petite hein, fille. cette manière d'aimer. Oui. Bien sûr,
Voilà, on va pas Joker. épiloguer, voilà, bien sûr, on va pas épiloguer 2 On heures va sur... pas dévoiler non plus. Non, Mais- non, non, non. Mais voilà, en tout cas, fil rouge comme ça, de tous ces différents amours, c'est très présent et vous en parlez vraiment très, très joliment. Il y a deux, trois formules voilà, que j'ai notées, que je retiendrai, voilà, j'invite tout le monde vraiment à lire ce roman très vite. Alors, rappelez-nous, la sortie, il devait sortir là pendant le Alors, confinement. il est sorti au format numérique le 23 avril, justement pendant le confinement, parce qu'il était prêt, il était mûr, alors on l'a lancé. Et puis, il va sortir là très bientôt en librairie, normalement à partir du 22 juin. Donc, Voilà, comme ça, 22 on pourra juin, corner les librairie, pages. en librairie, sur les plateformes, j'imagine également, Voilà, on peut peut-être en Fnac, Amazon, prévente, enfin, voilà, on va pas faire de la pub, en mais, précommande, voilà, partout. sur toutes les plateformes. Alors, Jérôme, encore une dernière, quelque chose que tu voudrais rajouter? Simplement remercier Elisabeth parce que très honnêtement, j'aime beaucoup lire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu. Quand Galit m'a proposé de partager cette émission, cette capsule avec elle, je lui ai dit je sais pas si j'aurai le temps, etc. Elle me l'a envoyé. En 2 jours, je l'ai dévoré. Ouais, ça me fait très plaisir. Et ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas lu un livre avec autant de plaisir. Donc merci beaucoup. Oui, vraiment, merci Elisabeth de nous avoir fait vraiment passer un excellent moment. Peut-être juste un mot sur la maison d'édition, comme ça on va leur rendre aussi, c'est édité chez qui? Alors c'est Librinova, c'est une petite maison d'édition. Très bien, voilà. Librinova. Alors merci Librinova Merci. de publier Elisabeth Haïk. Et puis Elisabeth, merci beaucoup d'avoir vraiment passé ce moment avec nous. On vous souhaite un très grand succès. C'est très agréable. On vous souhaite vraiment un grand succès. Et puis là, ce soir, voilà, 9 juin, on vous souhaite surtout un très joyeux anniversaire. Ah, merci. Le meilleur. Bah oui, mais bon, voilà, ça, on a les bonnes copines qu'il faut, ça on les a pas. Mais elle a l'air bétonnée. Très bon anniversaire. Elisabeth, merci bon anniversaire, beaucoup de réussite et à très bientôt. Et puis, à bientôt. Attention, parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Nous, on est là, banlieue de Tel Aviv, à Ra'anana, vous êtes à Paris, mais dès que vous venez en Israël, on vous invite sur le plateau et on se fait une petite soirée tandem en live. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette petite capsule, cette émission. Accourez, voilà. Lisez, numérique, papier, cornez les pages, ou votre téléphone, ou votre liseuse. Mais lisez le livre d'Elisabeth Haïk, il vaut le détour. Madame Vosange, chez Librinova. Merci et à très bientôt.